Bien, alors, avant de prendre la lettre Dalet, je réponds à la question de mademoiselle qui dit comment se fait-il que parfois il y a un point dans la lettre et parfois il n'y en a pas? Vous l'avez fait remarquer pour le guillemets, en vérité, c'est valable pour toutes les lettres pratiquement de l'alphabet. Vous allez apprendre avec le temps qu'il existe deux catégories de ce qu'on appelle dagesh. En hébreu, dagesh, ça signifie un point dans la lettre. Il y a ce qu'on appelle dagesh kal, ça veut dire un... Dagesh, je répète, c'est un point. Ça vient de l'hébreu lehadgish, qui signifie insister, marteler, d'accord? Insister. Donc dagesh, quand on dit en hébreu mettre un dagesh sur, ça veut dire mettre l'accent sur ou appuyer sur une idée, sur un mot. Et là, dans la lettre, le dagesh, c'est le point. Quand vous avez dans un dagesh un point a priori, si c'est un dagesh kal, c'est juste, ça veut dire un dagesh léger, c'est juste pour une ponctuation, pour le distinguer d'avec et sans le dagesh, parce que parfois, cela fait une différence de prononciation. On l'a vu pour le bet et le vet. Avec le point bet, c'est bet, sans point, c'est vet. C'est un V qui est très doux, même en Espagne, où les Juifs parlaient l'espagnol, le V étant très très proche du B, du coup, très souvent, les Juifs originaires d'Afrique du Nord, d'Espagne et d'Afrique du Nord, le V avec ou sans point, ils prononçaient V. C'était un V qui était beaucoup plus doux, comme à l'espagnol, alors que le bet avec point, c'était beaucoup plus fort. Mais tout ça, c'est encore une fois pour la culture générale que je vous dis ça. De manière générale, la différence entre le dagesh kal et chazak, c'est une autre différence. Le dagesh chazak, c'est un dagesh fort, c'est pour prononcer la lettre vraiment beaucoup plus fort. C'est le cas notamment pour le mem, pour le nun. D'accord? Quand vous dites par exemple, quelqu'un est plus grand que, là, par exemple, je ne sais pas au hasard, Yaakov est plus grand que Myriam. Alors on dira, il est plus grand, non, je vais faire un mauvais exemple d'ailleurs, on va dire que Yaakov est plus grand que David, d'accord? Yaakov est plus grand que David. Si je dis, il est plus grand que David, je dirais, ou yoter gadol, ou tout simplement yoter gavoa, mi David. Ou alors, si je veux dire, il est plus grand que lui, je dirais yoter gadol, ou yoter gavoa, mi mennu. Mi mennu, c'est un nun avec un point au milieu. Alors, pour pas trop se prendre la tête, dans l'hébreu moderne, ils ont inventé un truc qui n'existe pas, c'est mimeno. Pour dire plus que lui, ils disent mimeno, mais ça c'est pour le distinguer de mimenu qui veut dire que nous, plus grand que nous. Et donc, dans l'hébreu moderne, mimenu, ça veut dire plus que nous, et mimeno, c'est plus grand que lui. Sauf que dans l'hébreu traditionnel, c'est pas comme ça. Dans les deux cas, c'est mimenu. Sauf que dans un cas, plus que nous, c'est mimenu, sans dagesh, et plus que lui, c'est mimenu, avec un dagesh. Bon, c'est des choses qui sont très subtiles, qui ne sont pas difficiles, qu'il faut que vous ayez entendu au moins une fois, et que vous allez découvrir au fur et à mesure dans l'apprentissage de l'hébreu. Mais c'est beaucoup plus applicable dans l'hébreu des prières ou de la Torah que dans l'hébreu moderne. Dans l'hébreu moderne, vous n'aurez même pas besoin de tout ça. Il vous suffit juste de savoir que le dagesh, le plus souvent, c'est pour marquer une différence de prononciation. Comme par exemple bet et vet, comme la lettre P avec point et F sans point. Vous comprenez ou pas? Ou alors kaf avec point et chaf sans point. Voilà. Donc c'est ça. Dans tous les autres cas, quand vous avez un point dans une lettre, c'est pour que la lettre se prononce plus fort. Par exemple, ceux qui font du théâtre de façon professionnelle et qui prennent des cours de diction, qu'ils apprennent à bien prononcer chaque lettre et chaque voyelle, mais lorsqu'il y a un doublement de consonnes, ils vont dire un pommier, comme s'il y avait un même avec des guèches. Vous comprenez l'idée? Voilà, c'est juste pour répondre à votre question. Maintenant, on attaque sans plus tarder la quatrième lettre, la lettre Dalet, à la page 26. Elle se prononce D et se lie avec la voyelle qui l'accompagne, sa valeur numérique et la valeur et le 4. Et c'est 4, d'accord? Vous y êtes, page, cette fois-ci, 27. Vous avez un livre ou pas? Coucou. Non. Si vous ne parlez pas, voilà. Page 27 en haut. Alors, on y va. Vous répétez après moi. Da, de, di, dou, da, de et do. D'accord? Encore une fois.
da, de, di, do, da, de, do. Nous sommes à la deuxième petite ligne. Vous avez la lettre dalet qui est cette fois-ci assortie de deux points verticaux qu'on appelle en hébreu un sheva. Ça, c'est un mot, et autant pour les autres voyelles, vous pourrez l'apprendre plus tard, autant celui-ci est absolument indispensable, c'est pourquoi il apparaît même dans le livre lui-même. Vous voyez, il y a marqué ce signe-là, les deux points verticaux, c'est un sheva. Ce signe peut se prononcer, en l'occurrence quand il se prononce, quand il est sonore, il se prononcera « et », ou alors il peut rester muet. Alors s'il est muet, à quoi il sert? Pour des raisons grammaticales, une fois encore. On ne peut pas vous enseigner tout d'un seul coup. Parfois, il arrive même dans toutes les langues françaises, anglo-saxonnes, latines, etc. Il y a des fois des choses. Pourquoi, par exemple, dans le mot théologie, vous avez TH. Qu'est-ce qui vient faire ce H? À quoi il sert? Vous allez dire, il sert à rien. Mais non, c'est parce que dans théologie, il y a la racine théos qui fait référence à Dieu. Et théos, c'est Dieu. Dieu, dans le langage idolâtre, ça fait référence à Zeus. Théos, vous comprenez? Il y a toujours une origine. Quand on connaît un petit peu l'origine des langues et des mots, alors pour la culture générale, c'est intéressant. Mais donc, il ne faut pas poser des questions inappropriées du style. À quoi ça sert? Ça, c'est les petits-enfants. Quand on est adulte, on va comprendre que tout a une raison. Si on veut véritablement approfondir, c'est possible. Mais en attendant, on ne peut pas approfondir tout en temps réel. Il faut d'abord accepter les choses telles qu'elles viennent, puis après, on approfondit et on cherche à comprendre. Donc, nous arrivons à ce fameux Sheva. Il est soit Na', soit Nah. Na', c'est quand il se prononce et, ou quand il se prononce tout court, quand il est sonore. Et Nah, c'est lorsqu'il ne se prononce pas, c'est-à-dire que c'est comme s'il n'existait pas. Mais il existe pour des raisons qu'on vient d'expliquer, grammaticales. Prenez, je vais vous expliquer au fur et à mesure les règles, et quand vous réécouterez le cours, je vous encourage vivement, à moins que vous le fassiez maintenant, à écrire, à prendre des notes. Il y a des gens qui sont capables de prendre des notes en écoutant. Il y en a d'autres, c'est compliqué, ils n'arrivent pas à se concentrer et sur l'écoute et sur l'écriture. Donc si vous n'arrivez pas à vous concentrer, au moins écoutez. Écoutez bien, et quand vous réécouterez, vous écrirez. Soyez méthodique, méthodologique en tout cas, et si vous suivez ce que je vous dis à la lettre, croyez-moi, vous allez non seulement bien apprendre, mais vous n'oublierez jamais, vous serez capable, vous, à votre tour, de pouvoir transmettre, si Dieu veut, à vos enfants, en tout cas pour ceux qui ne sont pas mariés, quand ça viendra. En tout cas, on y va. Troisième ligne, vous avez le Sheva, lorsqu'il est placé au début d'un mot, il se prononce toujours « et ». Retenez cette règle que vous écrirez le moment venu. Le Sheva placé au début d'un mot se prononce toujours « et ». Ça, c'est la règle fondamentale de base, aussi bien dans l'hébreu de la prière, dans l'hébreu moderne, c'est comme cela. Pour autant, dans le langage parlé de l'hébreu moderne, comme souvent dans les langues modernes, on se permet des choses qui sont des usages populaires, des habitudes, bonnes ou mauvaises, qui sont ancrées dans la langue, mais qui pour autant ne sont pas respectueuses de la grammaire. Ce que je vous dis par exemple, que le Sheva se prononce toujours « et », ça c'est une règle que tout le monde est d'accord, y compris en hébreu moderne. Sauf que si vous entendez par exemple dans la rue quelqu'un appelé par mon prénom Shlomo par exemple, il vous dira Shlomo, il va pas vous dire Shelomo. Alors que moi j'ai pour habitude de bien prononcer Shelomo pour respecter la grammaire, comme on l'a appris quand j'étais petit. Pour autant, dans l'hébreu moderne, eh bien, les gens diront Shlomo, comme ils diront une bracha. En vérité, bracha, ça devrait se dire beracha. D'accord? Et ainsi de suite. Tous les termes qui commencent par un Sheva au début, dans la lecture des prières, dans la lecture de la Torah, et aussi pour ceux qui sont très très pointilleux sur un beau langage hébreu, ils diront pour le début du mot toujours « et », seulement au début. À la fin, attendez, écoutez pour l'instant, les questions à la fin, toujours, parce que si vous me coupez chaque fois que je parle, ça va être difficile. À la fin d'un mot, le Sheva, lui, ne se prononce jamais. Au début, il se prononce toujours « et », à la fin d'un mot, il se prononce jamais. Donc c'est-à-dire, retenez ce qu'il y a de plus facile à retenir en début. Début, toujours « et », à la fin, il ne se prononce jamais. Maintenant, au milieu, c'est là où ça se complique. Au milieu du mot,
il se prononcera généralement pas. Pourquoi généralement pas? Parce qu'il y a 4 règles que vous allez apprendre et découvrir au fur et à mesure. 4 règles où malgré le fait qu'il est au milieu, eh bien, il se prononcera quand même E. Alors ne soyez pas surprise parce que c'est une nouveauté. Donc vous risquez de paniquer en disant « Oh là là, il y a tout ça ». Rien du tout. Il n'y a rien de plus facile que tout ce que je viens de vous dire. Seulement c'est nouveau, vous le découvrez. Prenez le temps de bien écouter cela, de bien répéter cela et de prendre les exemples, de les mettre par écrit. Et vous allez voir que ce sera très facile. Nous allons commencer immédiatement. On a dit oui. Oui, je l'ai déjà dit. C'est le D-point au début du mot. D. Oui. Quand le Sheva donc est au début du mot, je prononce toujours E. Donc regardez, on va faire un essai avec la 3e ligne déjà. Vous y êtes tous? Allez, on y va. B. Va, vi, ge, gou, ge. Non, ge. Ensuite, D, da, de, B, ba, bi, B, va, go, di, D, da, D. 4e ligne. B, ga, di, ge, vous, de, D, va, ge, B, ga, do, B, da, go, ge, vous, de. Nous passons à la 5e ligne. A, B, va, B, gou, de, A, ge, do, Gi, de, bou, e, de, vi. A, ge, do, de, ba, gi, a, vi, dou, gou, de, vo. Ga, de, di, i, ou, ge, gou, de, vo. Si. Alors, le dernier mot de la 6e ligne, c'est effectivement goût des veaux. Donc, vous voyez, il faut bien se concentrer, mais en fin de compte, c'est pas compliqué. Et donc, vous réécouterez et vous relirez. Lorsque vous relirez avec le livre sous les yeux, encore une fois, et que vous l'écouterez, ce sera, encore une fois, un jeu d'enfant. Nous passons à présent à la 7e ligne. Et là, on commence par mettre en application pratique ce que je vous ai dit à propos de Sheva au milieu du mot. On avait dit pour rappel qu'au début d'un mot, c'est toujours « et ». À la fin, il ne se prononce jamais et au milieu, il ne se prononce généralement pas. Et je vous avais dit qu'il y avait 4 règles où, malgré le fait qu'en général, il ne se prononce pas au milieu, il y aura quand même des cas où il va oui se prononcer. Le premier de ces 4 cas, c'est celui-ci. À la 7e ligne, lorsqu'il y a 2 Sheva, c'est ça la règle qu'il faudra écrire, lorsque au milieu d'un mot, 2 Sheva se suivent, le premier ne se prononce pas et le second se prononcera « et ». Regardez ici, Yves Guédo. Répétez. Voilà, Yves Guédo. Yves Guédo, c'est-à-dire que ça ne veut rien dire, hein, c'est juste une combinaison de lettres pour que vous compreniez que vous avez 2 Sheva qui se suivent dans ce syllabaire. Vous avez le premier Sheva qui est en partie grisé pour vous dire que vous ne le prononcez pas. Et la partie noire, où là, oui, vous le prononcez. Alors, essayez d'être bien attentif. Yves Guédo, répétez. Ensuite, Ougdeda. Répétez pour que ce soit bien retenu. Ougdeda. Vous avez du mal à répéter, hein. Ougdeda. Ensuite, Odgevi. Odgevi, on répète, Odgevi. Ensuite, essayez, s'il vous plaît, d'être un peu plus discipliné, sinon on ne va pas avancer, c'est dommage. Bagdéou, répétez. Bagdéou, encore. Ensuite, Yves Guédo. Encore. N'oubliez pas que nous ne faisons pas ça que pour nous, mais pour ceux qui regardent. Donc si ceux qui regardent, ils entendent des mots dans tous les sens, ils vont être perdus. Donc le but, c'est d'être, encore une fois, de respecter une méthode pour profiter à ceux qui sont présents et ceux qui le seront peut-être dans le futur. Ok ? Donc nous passons à la ligne 8.
Alors répétez après moi et pas en même temps, s'il vous plaît. Donc, Abevi. Ensuite, Godedou. Alors là, il y a une originalité. Pourquoi on dit Godedou ici? Parce que avant, on avait expliqué la règle. On avait dit que quand il y a deux Sheva qui se suivent, le premier ne se prononce pas et le second se prononce E. Vous vous rappelez de cela? Ici, c'est quoi la raison pour laquelle on prononce le A, B, V? Pourquoi on dit B? La raison, c'est parce que dans la lettre bête, il y a un dagesh, un point. Voilà, deuxième règle sur les 4 règles annoncées. Lorsque, au milieu d'un mot, le Sheva se trouve au milieu, malgré sa présence au milieu, si ce Sheva se trouve sous une lettre qui porte un dagesh, un point, la présence de ce dagesh impose au Sheva la prononciation E. Donc on dira A, B, V. Répétez. C'était la deuxième règle sur les 4. Enfin, la troisième règle sur les 4, lorsque vous avez 2 lettres identiques qui se suivent, je répète, 2 lettres identiques qui se suivent, c'est le deuxième mot de la ligne 8, vous avez 2 dalets, vous voyez ou pas? Vous avez au milieu du mot, vous avez le dalet avec un sheva. On a dit que le sheva au milieu d'un mot, il ne se prononce pas? Oui, mais lorsque, malgré le fait qu'il soit au milieu, il y a 2 lettres identiques qui se suivent, ici 2 dalets, dans ce cas-là, le sheva va se prononcer E. Et on dira Godedou. Répétez. Godedou. Encore. Godedou. Alors, vous n'avez pas encore appris les lettres qui viennent, mais je vais vous donner un autre exemple parce que vous connaissez le mot, c'est évident. Tout le monde, même les non-juifs, connaissent ce mot dans le monde entier, le mot Alléluia. Tout le monde connaît ce mot Alléluia. Tout le monde sait en plus que c'est d'origine hébraïque. Sauf que ce que vous ne savez pas, c'est que le mot Alléluia, au milieu de ce mot, il y a 2 lamed, 2 fois la lettre lamed qui pourrait se correspondre à la lettre L en français. On devrait dire, d'après la règle du milieu, on devrait dire Alléluia. On ne dit pas Alléluia, on dit Alléluia. Pourquoi on dit Alléluia? Parce qu'il y a 2 lamed et que quand il y a 2 consonnes qui se suivent, eh bien le sheva du milieu se prononcera. Et c'est clair? Ok, c'est pas dur du tout, mais il faut juste réécouter, répéter et revoir. Troisième mot de la ligne 8. Débégou. Débégo, pardon. Débégo, encore. Là, pour quelle raison on prononcera le Shevaé? Parce qu'il y a un dagesh. Parfait. Ensuite, ici, nous sommes au 4e mot. 4e mot, on va dire ici Ogedi. Et là, on ne comprend pas. Une nouvelle règle. Une nouvelle règle. Inattendue. Pourquoi on dit Ogedi? Parce qu'il y a une voyelle longue. Vous avez vu au tout début de votre syllabaire, là, je peux vous redonner à la page si vous le souhaitez. Page 9, oui, parfait. À la page 9, en bas, vous avez au moins 4 catégories de voyelles. Vous avez la catégorie des voyelles longues, vous avez la catégorie des voyelles courtes, vous avez la catégorie dite des voyelles composées. C'est trois catégories. C'est juste que la catégorie des voyelles longues, elles sont subdivisées en 2. Une où vous avez les voyelles longues qui sont toutes seules et celles qui sont accompagnées d'une lettre, c'est-à-dire avec le vav en bas. Alors, dans tous les cas, si vous regardez à droite, la catégorie des voyelles longues, qu'il s'agisse du kamas, du tsere, du holem ou du vav holem, ou même du vav shuri, eh bien, lorsque il y a un sheva, vous entendez, c'est-à-dire les 2 points, qui est sous la lettre qui suit ces fameuses voyelles longues, le sheva va se prononcer E. Vous avez compris ou pas? Bon, c'est quelque chose qui est un peu plus difficile à retenir, mais ça, c'est lorsque vous lirez, lorsque vous apprendrez à lire couramment que vous retiendrez cela. C'est déjà beaucoup moins connu, beaucoup moins appliqué. Je connais de tas de gens qui enseignent l'hébreu et qui n'enseignent même pas tout ce que je vous dis. Donc, pour autant, ça ne veut pas dire que c'est inutile. Rien n'est inutile pour quelqu'un qui est intelligent et qui veut bien apprendre les choses de manière parfaite et complète. À partir de là, il y a des choses que vous allez retenir et utiliser en permanence, et d'autres que de manière anecdotique, vous allez retenir sans avoir à l'utiliser fréquemment.
Bien, on a fait le tour, je crois, de pratiquement tous les cas. On est à on est à la 8e, c'est ça? Alors, 8e ligne. On est à la 8e ligne et on est à l'avant-dernier mot. Alors, une nouvelle originalité, mais cette fois-ci, c'est pas la règle du Sheva qui se prononce et. Là, on va retourner à la règle du Sheva qui au milieu ne se prononce pas. Sauf que d'après la lecture que vous connaissez, vous devriez dire quoi ici? Vous devriez dire Bagdi. Or, c'est pas Bagdi, c'est Bogdi. Là, c'est une autre règle, encore une nouvelle règle qu'il faudra mettre par écrit. Ça s'appelle la lettre du Kamatz Hatouf, ou Kamatz Hatof. C'est le Kamatz qu'on traduit, que les grammairiens appellent en français le Kamatz furtif. Il y a un mot, malheureusement, que vous avez entendu souvent ces derniers temps, c'est les Hatoufim, ceux qui ont été pris en otage. C'est comme si la voyelle était prise en otage. Ça veut dire quoi concrètement? Le Kamatz, normalement, il se prononce A. Mais lorsque le Kamatz, il est placé avant un Sheva, ce Kamatz, eh bien, il devient furtif, c'est-à-dire qu'on ne va plus le prononcer A, on va le prononcer O. Vous comprenez ce que je dis? On va le prononcer O. C'est-à-dire, au lieu de dire 8e ligne, au lieu de dire Bagdi, on va dire Bogdi. Et c'est une règle très importante. Pourquoi? Parce que vous avez très souvent le cas en hébreu. Vous savez comment on dit un sage en hébreu? C'est un hacham. Comment on dit la sagesse en hébreu? Vous savez comment on dit la sagesse? La chokhma. Comment que ça s'écrit chokhma? Ça s'écrit avec un het que vous allez apprendre. En dessous, il y a un a, kamatz. Et sous le chaf, il y a un sheva. Kamatz placé avant le sheva se prononce toujours o. Et donc, comme ici, c'est Bogdi. Vous avez compris? Oui? Alors pourquoi ils n'ont pas mis le Sheva sous la lettre du B? Pourquoi sous la lettre du B? Ça ferait Bogdi, Non. non? On mettrait Kamatz. Kamatz qui est placé avant le Sheva. Oui, mais on lit de droite à gauche. Donc, quand on dit Kamatz avant le Sheva, ça veut dire que le Kamatz, il est à droite et le Sheva, il est à gauche. Ah, je crois savoir pourquoi vous posez la question. Parce que vous avez vu par ailleurs, dans les voyelles dites composées, vous avez vu le contraire. Ah, je comprends. Alors, vous avez raison. Dans la catégorie de ce qu'on appelle les voyelles dites composées, vous avez ce qu'on appelle Sheva Kamatz. C'est une bonne remarque. Ça veut dire que vous avez fait attention. Là, c'est la différence, c'est que le Sheva Kamatz, ce sont deux voyelles qui sont sous une seule lettre. Tandis que là, le Kamatz avant le Sheva, c'est le Kamatz sous une lettre et le Sheva sous une autre lettre. Vous comprenez la différence? Donc, c'est pas du tout la même règle. Ok, on continue. La ligne numéro 8, Debego. Allez-y. Debego. 9e ligne, Badedagou. Là aussi, vous avez compris, il y a deux dalettes, c'est pour ça que le Sheva, on le prononce E. Donc je répète, Badedagou. À nouveau, dans toute cette ligne, vous aurez un doublement de consonnes qui va justifier que le Sheva se prononce E à chaque fois. Vous avez compris? Nous sommes au deuxième mot de la 9e ligne, Bigegedo. À vous? Bigegedo. Ensuite, Guidedova. Ensuite, Dougegoui. Dougegoui. Ensemble. Dougegoui. Et enfin, Bigegedo. C'est parfait. On attaque la lettre. La suite de la lettre à la page 28. On y va. Première ligne. Da, de, di, dou, da, de, do, de. On y va, on continue par la ligne numéro 2. De, do, de, da, dou, di, de, da. Troisième ligne. Da, dad. Pourquoi on ne prononce pas le Sheva? Parce qu'on a dit, à la fin du mot, très bien, il ne se prononce pas. Il ne se prononce jamais. Donc c'est dad. Dad. Troisième ligne, dad. Ensuite, dédi. Répétez, dédi. Ensuite, doud. Ensuite, dedo. Encore, dedo. Ensuite, dad. Et ensuite, ded. Quatrième ligne. Adi. Ensuite, dag. Bad. Gad.
Dov, Dod. Dov, vous voyez, c'est déjà des mots qui ont un sens. Dov, c'est un petit ourson, et c'est un ours. Et Dod, c'est quoi? Ça veut dire quoi, Dod? Tonton, un oncle. Dod. Cinquième ligne. Av, Gad, Dov, Abba, Bad. Ensuite, sixième ligne, Adi. Ensuite, Edi, Adi, Avigad, Dag, Dag c'est un poisson. Ensuite, septième ligne, Gad, c'est un prénom très connu, c'est une des 12 tribus d'Israël. Gad, Avad, Beged, Beged c'est un vêtement. Dov, Digdoug. Huitième ligne, Avigad, Avad, Beged, Gad, Dov. Voilà, Dov c'est aussi un prénom comme vous le savez. Alors Dag c'est un poisson comme vous le voyez dans l'illustration en bas et Beged c'est un vêtement. Alors comme pour mes remarques précédentes, vous avez ici la lettre Dalet en écriture cursive, je vous demande de vous entraîner. Il est évident que vous jamais vous ferez le moindre progrès en hébreu moderne si vous n'apprenez pas à écrire. Apprenez les bonnes habitudes depuis maintenant. Et ceux qui ont du mal ou qui ont vraiment besoin de s'entraîner davantage, je vous ai déjà dit, il y a des brochures qui sont à votre disposition. Vous les demanderez et je vous les produirai. Nous passons à la dernière lettre pour aujourd'hui supplémentaire, la lettre He, la cinquième lettre de l'alphabet, dans la prochaine vidéo.